Eh bien bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. On va commencer par les remerciements d'usage et évidemment Arnaud qui se trouve à la technique. Bonjour Arnaud et merci pour Bonjour cette Nicolas. réalisation. On est content de te retrouver et on laissera à Mike Borowski à partir de 10h30 dans le libre journal des controverses déplorer comme il le fait à chaque fois eh bien le fait que je pense que Virginie a pris quelques vacances. Alors Elle sera là à midi. elle sera là à midi. Eh bien, c'est très bien. Donc, il faut croire qu'elle nous boude alors. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là dès 9h? Nini Vlam, hein, je le dis parce que ça fait un peu. Il y a Néné Vlam, il y a tout type. Nini Clam, Nini Glam, c'est tout. On a absolument tout aujourd'hui avec Mike Borowski. Donc, c'est Nini Vlam, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux et en particulier YouTube. Je remercie Sylvie qui vraiment a été très fidèle au poste ces dernières semaines. On rappelle d'ailleurs que Patrice devrait revenir, je crois, de ses longues vacances et la semaine prochaine. On les aura même, je pense, tous les deux la semaine prochaine. Donc on va pouvoir faire un véritable florilège, non pas un florilège des arts, ça c'était hier, mais un florilège de géopolitique. Voilà, donc je remercie évidemment, elle m'assistera aujourd'hui, elle est revenue après 2 semaines d'absence, oui, je note tout, je n'oublie rien. Lara Stam, bonjour Lara. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, ravi de revenir sur cette antenne. Voilà, alors en attendant mon discours fleuve castriste à la Castro, je vais quand même tout de suite, parce qu'après les gens vont dire mais est-ce qu'il est tout seul? Il radote. Le titre de l'émission quand même, La France, un désastre permanent. Le désastre permanent, je vous expliquerai pourquoi je le pense, et puis après chacun pourra s'exprimer les uns après les autres, et puis après qu'il sera autorisé une belle foire d'empoigne si c'est nécessaire, on verra. Si nos invités se comportent sagement. On a plusieurs invités, certains en déporté, en distanciel, et puis d'autres sur le plateau. Donc on va commencer d'abord, priorité aux invités de plateau. Je vois, il n'est pas à sa place habituelle dans ce libre journal, mais en général il est à ma droite. Mais là j'ai choisi quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une marque de déclassement du tout, c'est François Martin. Quand même. Bonjour mon cher François. Bonjour. Géopolitologue, journaliste, cofondateur des clubs Leteria et du magazine, de la revue, dont Paul-Marie Couteau est directeur. Le Nouveau Conservateur, auteur de 2 ouvrages particulièrement reconnus, en tout cas dans nos milieux, que sont L'Ukraine, un basculement du monde et Le temps des fractures, 2 livres que vous avez en édition chez Jean-Cyril Godefroy. Alors, justement, à ma droite, vous l'avez de temps en temps dans ces émissions, à la fois, des fois sur Géopolitique profonde, sur nos matinales. C'est un analyste politique, c'est un gaulliste, un souverainiste même, pourrait-on dire. Et puis c'est un homme qui est un homme d'entreprise, un homme de réseau, un homme de... Je ne peux pas dire lobby ici, donc je ne sais pas comment dire. C'est Laurent... D'influence, voilà. Laurent Martin Saint-Léon. Bonjour, ancien élu. Je peux le dire, ça aussi. Bonjour Nicolas, bonjour Lara, bonjour François et bonjour aux autres invités pas encore dévoilés et bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie. Voilà, et justement, les autres invités, ils sont en distanciel et grâce à ces nouvelles petites... console. Il n'y a que des améliorations. Ça n'arrête on les voit, pas là, j'ai l'impression que je suis juste presque nez à nez, à la fois avec notre directeur de publication qui est présent. On avait eu aussi le bonheur de l'avoir la semaine dernière en présentiel avec Yves Pozzo di Borgo. Eh bien, il s'agit de Raphaël Beslu. Bonjour Raphaël. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Voilà, et puis, eh bien, le dernier de la bande pour parler finalement d'abord de sujets franco-français, nationaux, même si évidemment on est un pays ouvert sur le monde, eh bien c'est l'auteur du Sabre et l'Esprit. C'est son dernier ouvrage, ancien élu de Paris. Vous le connaissez, il vient souvent dans ses émissions, c'est Serge Federbusch. Bonjour Serge. Bien, bonjour tout le monde.
Et puis, quel plaisir de pouvoir rencontrer Fidel Castro. Tu vas la voir, Fidel. Tu vas voir. Il n'en a pas beaucoup la pilosité, je trouve. Oui, quoique, tu as vu, là, ça commence. On est à peu près aussi mal rasé. Tu parleras des frères, des sœurs Pizier, ça m'intéresserait comme sujet. De toute façon, tu traiteras de ce que tu veux comme tu as l'habitude de le faire. Hein. C'est très difficile. Alors, on va essayer de pouvoir échanger les uns les autres. Ça ne sera pas simple. Déjà, un premier message de Sylvie. Et je ne sais pas s'il est lisible. Il y a des petites précisions. Lobby, réseau d'influence, groupe de pression. Voilà. Oui, mais bien sûr, mais j'allais pas dire qu'il était dans un groupe de pression. Je savais que j'allais dire qu'il aurait fallu. Mais influence, c'est très bien, voilà. Et une petite précision, Sylvie sera à Washington la semaine prochaine, donc elle reviendra le 6 mai. Très bien, elle va voir Donald Trump. Oui. Maison Blanche. Il va falloir qu'elle corrige les tirs du franc-tireur. Écoutez. Alors, allez, on commence. Je disais le titre, la France, un désastre permanent. Les gens ne sont pas nécessairement d'accord avec moi, donc je vais commencer tout de suite très fort. Où que je porte mon regard, je ne vois en France que des désastres. La semaine qui vient de se dérouler en est un exemple particulièrement saisissant et frappant. On a eu, je l'avais prévu, mais nous avons cette habitude en France de toujours vouloir se rattacher à quelque espoir en disant mais ça ne suffit pas, c'est un viatique de la pensée que le désespoir en politique est proscrit. D'accord, très bien. Nous sommes la radio du monde réel, vous savez à qui ça fait référence, très bien. Mais enfin, il suffit pas de dire que le désespoir, et d'ailleurs le désespoir en tant que sentiment, bien sûr, c'est une imbécilité, mais par contre, le fait de pouvoir considérer qu'en France aujourd'hui, nous sommes dans un désastre permanent où que nous portions notre regard, eh bien, va falloir me démontrer le contraire, que ce soit donc en politique nationale, avec ce qui s'est passé désastreux pour la justice, désastreux pour la politique, désastreux pour, et pas seulement le Rassemblement national, cette décision de justice qui ne pouvait être qu'attendue. Je ne comprends pas que, et pourtant Dieu sait qu'il était brillant, Yves Pozzo di Borgo, qu'il n'ait pas compris la semaine dernière, lorsqu'on a échangé sur ce sujet, que la décision du Conseil constitutionnel ouvrait la voie et la porte justement à cette possibilité d'empêcher celle qui est la reine des sondages aujourd'hui, Marine Le Pen, de se présenter à l'élection de 2027. C'était cousu de fil blanc. Et dire qu'elle est le dindon de la farce de cette affaire, c'est une réalité, c'est tout. C'est une réalité. Quand on fait s'abstenir ses troupes pour permettre à Richard Ferrand d'être président du Conseil constitutionnel, ils auraient voté contre. Ce qui était logique puisqu'il était présenté comme celui qui allait s'opposer si elle était élue, Marine Le Pen, justement à sa politique. C'est insensé, la politique de gribouille. Et quand je vois des hommes politiques brillants, comme vous avez pu en entendre sur Radio Courtoisie cette semaine, nous expliquer, oui, mais il valait mieux encore Richard Ferrand, sinon ça aurait été Dupond-Moretti, c'était pire. C'eût été pire. Mais enfin, si la politique se réduit à ça, c'est désastreux. Tout est désastreux. C'est désastreux. Les réactions de Macron la semaine dernière, c'était le va-t-en-guerre. Cette semaine, c'est le belliciste sur le plan économique. De tous les chefs d'État, des chefs d'État du G7, du G20, de toutes les organisations que vous voudrez bien, celui qui a tenu le discours le plus belliciste suite aux augmentations, aux élévations des droits de douane en France, c'est lui. Il est allé même jusqu'à conseiller les chefs d'entreprise qui ont dit d'ailleurs, paraît-il, on n'en a rien à cirer de ce que nous raconte Macron, de ne plus aller investir aux États-Unis. Tout est désastreux. Désastre permanent. Pourquoi je dis désastre permanent ? Je le fais exprès parce que vous vous rendez bien compte que je veux parler de celui par qui le désastre c'est quand même bien immiscé en France, c'est François Mitterrand et le coup d'État permanent. Il a réussi à faire croire aux Français. Les Français, c'est lorsque ça peut les dédouaner, finalement, leur responsabilité, c'est très bien. Et on me dit aujourd'hui, mais il ne faut pas désespérer des Français. Bien évidemment. Tout ça, c'est de la faute des médias. C'est toujours de la faute des autres. Est-ce qu'en 1981, il y avait un ramassis de gauchistes dans les médias ? Est-ce qu'on a forcé avec un pistolet sur la tempe à élire un gars comme François Mitterrand? Est-ce qu'en 1969, il était nécessaire de signifier la fin de la carrière politique du général de Gaulle? C'est tellement plus facile de parler de référendum suicide. Tout est comme ça, à l'avenant. Le principal responsable de ce désastre aujourd'hui, je le dis, je le répète, c'est le peuple français. Et que l'on me démontre le contraire, ça va être peut-être un des enjeux de cette émission, c'est possible. Voilà, désastre permanent. Et nous avons élu à la tête de ce désastre permanent, l'astre du désastre, en 2017, qui n'est autre que Emmanuel Macron.
Voilà, je m'arrête là, ça suffit, à cette colère. Je vais commencer, donc je vais vous laisser chacun la parole, quelques minutes, pour nous parler de ce que vous pensez être la situation de la France aujourd'hui. Et on pourrait peut-être commencer, on va pas avoir honneur aux dames, mais elle aura quand même son mot à dire. Allez, on commence par, il sera peut-être un des plus modérés dans ces échanges, donc commençons Mezzovos, pas sûr, par Laurent Martin Saint-Léon. Bonne analyste de la vie politique française. Merci. Et de sa vie économique aussi. Merci Nicolas. Je crois qu'il faut revenir simplement sur le fait majeur de cette semaine qui est effectivement la condamnation de Marine Le Pen, vous l'avez dit. Je vous laisse votre analyse, elle est la vôtre, elle n'est pas nécessairement la mienne en effet. En revanche, sur la condamnation de Marine Le Pen, qui est un fait politique majeur, avant d'être un fait juridique, c'est justement un fait politique. Et ce qu'on s'était déjà dit sur cette antenne, pas plus tard qu'il y a 6 mois, c'est que finalement, le Rassemblement national dans toute cette affaire a oublié de faire de la politique. Il s'est cantonné derrière l'attente de ce procès. La stratégie Ferrand, est-ce que c'en était une ou pas? Ça, on laisse Marine Le Pen répondre. Après tout, c'est sa réponse. Mais il n'y a plus eu d'action politique. En témoignent d'ailleurs les élections partielles qui ont été perdues. Les 3 élections législatives qui se sont déroulées ont vu la victoire de Renaissance. Et donc, ça, c'était déjà un élément d'alerte. On n'arrête pas de faire de la politique parce qu'on a gagné une élection législative ou qu'on a remporté un nombre supplémentaire de députés. Ce n'est pas une raison suffisante. Dans la stratégie de défense de Marine Le Pen, c'est finalement toujours la même stratégie qu'adoptent les leaders de la droite, que ce soit François Fillon ou elle. Je mets un petit peu de côté Nicolas Sarkozy parce que c'est un petit peu différent comme procès. Mais c'est la victimisation. Les faits sont là. L'infraction semble caractérisée au dire des juges. Et puis je suis pas là pour remettre en cause une décision de justice. Donc il faut à partir de là adopter une stratégie et se dire que finalement, on peut considérer que cette infraction, si elle a été caractérisée, l'a été alors que l'ensemble des partis politiques français agissaient d'eux-mêmes. En témoignent les problématiques qu'a François Bayrou avec le MoDem à l'époque. Et que ça pourrait être analysé comme une stratégie de résistance, après tout pourquoi pas, de la part du Rassemblement national à l'égard de Bruxelles. Et là, on n'est plus dans le détournement de fonds publics, on est dans l'accaparement de moyens pour lutter contre Bruxelles. Ça pouvait être un axe d'attaque en disant oui, effectivement, d'abord, nous ignorions, parce qu'à l'époque, les choses étaient encore relativement floues, mais nous ignorions qu'il y avait cette impossibilité d'utiliser les moyens, cette fameuse distinction entre Bruxelles et Paris, les assistants qui étaient à Paris, ceux qui étaient à Bruxelles, etc. Les choses étaient encore à l'époque assez floues. Donc il y avait déjà dire qu'il y avait une forme d'ignorance, et puis ensuite de dire qu'ensuite, il y avait une volonté de lutter contre Bruxelles, et donc de mettre en place des moyens, parce qu'il faut de l'argent pour faire de la politique, et donc d'utiliser les moyens de Bruxelles pour lutter contre Bruxelles. Ça se tient peut-être pas sur le plan juridique, ça j'en suis certain. En revanche, ça se tient sur le plan politique. Et ça n'a jamais été abordé, ça n'a jamais été développé pendant les 6 mois qui se sont écoulés. Les 6 mois qui se sont écoulés, le Rassemblement national les a consacrés à se couler finalement dans ce qu'il appelle lui-même le système. Comment peut-on critiquer un système lorsqu'on est dedans et qu'en plus on s'y trouve de mieux en mieux, parce que c'est quand même ce qui est apparu finalement. Alors, au soir du verdict, changement de stratégie radicale, on attaque le système, on se met à le dénoncer. Voilà, il est un peu tard, le mal est fait, entre guillemets. Et ce qui est certain, c'est qu'il va falloir, pour le Rassemblement national, qu'il remonte la pente de cette décision de justice, qui malgré tout est une déflagration, qui aura des conséquences politiques nécessairement, qui ne plaît pas nécessairement à une partie de l'électorat du Rassemblement national. Donc il faut refaire de la politique. Il est plus que temps pour le Rassemblement national de refaire de la politique, de cesser d'être dans des postures qui sont adoptées à l'Assemblée nationale, qui certes font plaisir, mais qui ne sont plus de l'action politique. Voilà. Ça, c'est mon analyse. Et puis, ça regarde ce parti, encore une fois. Je ne vais pas accaparer le micro, j'ai laissé les autres non, mais c'est déjà le dire. Mais on peut aussi parler quelques secondes, parce que c'est les 2 thèmes principaux de la situation économique. Alors, la situation économique... Suite aux décisions de Donald Trump. Oui, sur le plan commercial. Suite aux décisions de Donald Trump, il y a une seule chose que je dois dire, c'est qu'effectivement, la réaction de certains grands patrons français hier a été extrêmement vive sur l'oukase qui leur a été fait d'arrêter les investissements aux États-Unis. C'est tout simplement impossible. Il est évident qu'on a tout un tas d'entreprises qui ont des intérêts très importants aux États-Unis et en Amérique du Nord. Et donc, cette phrase témoigne d'une volonté d'isolationnisme complètement absurde qui, évidemment, ne sera pas suivie par les marchés. Mais là, je crois que c'est une plaisanterie, on a envie de dire. Donc, il est évident
évident que la décision de Donald Trump était effectivement catastrophique pour l'économie française, notamment pour tout le secteur des spiritueux, par exemple, qui a déjà beaucoup de difficultés en ce moment. Mais c'est certainement pas en se désengageant des États-Unis ou en ayant ce type de phrase à l'encontre de l'administration américaine qu'on va résoudre la situation. Donc ça, c'est une aimable plaisanterie, c'est une certitude. Merci Laurent Martin Saint-Léon. François Martin. D'abord, je suis heureux de saluer un autre Martin dans cette enceinte. Vive les Martins, je dirais. Saint-Martin. Surtout, vous êtes saint, ce que je ne suis pas. Moi. Ah, mais vous n'en savez rien. Seul lui décide. Oui, c'est ça. Bon, moi, j'ai plusieurs choses à dire, effectivement, là-dessus. La première, c'est que je vous rejoins sur le fait de la stratégie politique de Marine Le Pen. Et la stratégie politique, elle est précisément, je dirais, victime de sa stratégie de dédiabolisation, parce qu'on ne peut pas vouloir être en même temps... Quand on se dédiabolise, ça veut dire qu'on a, au départ... on considère comme juste l'accusation de diabolique qui est faite par votre adversaire. Si on regarde la façon dont Trump a pris le pouvoir, il ne s'est pas dédiabolisé, il a contre-diabolisé. Il a dit « c'est pas moi qui suis diabolique, c'est vous ». Et là, vous êtes un recours. Mais Marine Le Pen s'interdit d'être un recours, elle est obligée de se couler dans le système. D'ailleurs, la façon dont elle a fait les choses, moi j'imagine que Trump aurait prévenu avant en disant « si vous m'invalidez, c'est une décision politique, je fais exploser toute la France à l'instant même où vous rendez votre jugement. Et si le jugement avait été rendu tel qu'il est, il aurait assumé l'épreuve de force. » Absolument. Et elle n'assume pas l'épreuve de force, elle fait semblant de penser que peut-être, éventuellement, le jugement en appel peut la sauver. Alors qu'il est évident que le jugement en appel sera aussi politique que le jugement actuel. Et à ce moment-là, elle se retrouvera prise à son propre piège, parce que comme elle n'a pas explosé au premier coup, elle n'explosera pas au deuxième coup non plus. Bon, voilà, ça, c'est sur la stratégie de Marine Le Pen. La deuxième, c'est que j'aurais préféré que l'on ait un peu de grandeur en politique pour une fois. Moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est pas l'avenir de Marine Le Pen, c'est la démocratie. J'ai dit plein de fois que j'étais pas un amoureux de la démocratie dans tous les régimes. Parce que pour moi, ce qui est sacré, c'est l'ordre et la justice. Mais l'ordre et la justice ne passent pas forcément par des régimes démocratiques. Il y a des pays où il y a des dictateurs qui sont adorés par leur peuple, ça existe. Donc la démocratie est le système qui nous convient à nous, mais à ce moment-là, il faut défiler pour la démocratie. Or là, il y a un amalgame, c'est-à-dire en même temps, il faut sauver Marine Le Pen, on appelle... Le titre de la manifestation de demain, c'est, je crois, pour la démocratie, mais en même temps, dans les journaux, on dit qu'il faut sauver Marine Le Pen. Non, il ne s'agit pas de sauver Marine Le Pen. Lorsqu'il y avait eu l'affaire de Fillon, j'avais été très choqué par le fait que la manifestation du Trocadéro, où je m'étais présenté, était là pour sauver Fillon. Ce n'était pas Fillon qui était en cause, c'était le système démocratique lui-même. Et je pense que là, on aurait attiré des centristes et puis d'autres personnes. Ça, c'est la deuxième remarque. La troisième remarque, c'est, je trouve que c'est en fait extraordinairement grave parce que la vie et les pays fonctionnent avec des symboles. L'autorité paternelle, c'est un symbole. L'autorité maternelle, c'est un symbole. L'entente entre hommes et femmes pour les familles, c'est un symbole. Le pouvoir des parents sur les enfants, c'est un symbole. L'État, c'est un symbole. La police, c'est un symbole. Les professeurs, c'est un symbole. C'est sacré, on ne touche pas. Et la loi, ça en fait partie aussi. Or, moi, je me mets à la place d'un truand. D'ici, la loi se bafoue elle-même avec une telle facilité. Pourquoi est-ce que moi, demain, je vais devoir m'arrêter si j'ai un barrage de police? Je vais leur rentrer dedans. Je ne bafoue pas la loi et c'est eux-mêmes qui disent qu'elle n'existe pas. Donc je trouve que c'est extrêmement grave. Les attaques contre les symboles et les surmois est quelque chose qui est extrêmement grave. Ça ne se voit pas, mais c'est finalement ça qui reste et qui détruit l'essence même de notre société. Voilà ce que je pense. Eh bien, merci. Voilà. Merci, François. La dernière remarque que je pourrais faire, c'est que j'ai écouté une interview d'un avocat par
comment s'appelle-t-il, par Berkoff il y a quelques jours, et il semble que ça soit qui est une erreur dans le procès, et que le procès, en fait, que la condamnation soit nulle et non avenue, parce que le procès, les minutes du procès parlent de l'article 16 de la Constitution française de 1958. Or, c'est faux, en fait. C'est l'article 16 de la déclaration de 1789. Or, il y a une erreur dans le procès, et donc ça constitue, moi je ne suis pas un spécialiste, semble-t-il, un faux en écriture. Alors, il faudra voir la suite, mais si c'est ça, ça va être un rebondissement assez intéressant. C'est-à-dire, le juge s'est piégé lui-même d'une certaine façon. Mais ça ne change pas ce que je disais précédemment sur les symboles. Voilà. Merci François Martin. Lara. Bon, je vais être très rapide. Je voulais juste souligner que pour quelqu'un qui aspire à des fonctions suprêmes d'un pays, qui est candidate favorite des sondages, quelle impréparation! Mais quelle naïveté face à la situation. C'est-à-dire à 2 jours dire que je ne serai pas condamné. Et tout a été fait pour se faire oublier et faire oublier ce procès, alors que c'était un excellent moment pour justement faire parler et faire pression sur le système, entre guillemets. Donc, moi, je suis... En plus, vraiment, vous faites une manifestation et vous prenez la parole, Nicolas, et vous en parlez. Vous dites samedi qu'elle sera condamnée. Mais c'était évident pour des gens de notre disons, bord, que l'affaire allait se jouer de cette façon. Et alors que Marine Le Pen, elle a cru qu'elle pouvait négocier et faire des petits arrangements qui n'étaient même pas à mettre en évidence ou à déplorer dans cette situation. Mais c'est malheureux. C'est-à-dire, c'est vraiment, on n'a plus du tout d'opposition dans ce pays, d'opposition au système. Ça, c'est une partie. Puis Pardon ? Et nous ? Alors, nous sommes les médias, c'est pas une opposition politique. Laurent dit tout à l'heure à moins que François, vous vouliez vous présenter à l'élection de 2027. des législatives. Mais c'était un succès, les législatives. Pour moi... Quand on double le nombre de parlementaires, c'est un succès malgré tout. Oui, c'était pas le succès attendu, mais ça reste un succès. Et le Rassemblement national en est quand même sorti conforté et renforcé. Il avait la main. Qu'est-ce qu'il a fait de cette main ? Bah oui, déjà, qu'est-ce qu'il a fait de cette main et qu'est-ce qu'il a analysé comme situation à la sortie de ces élections législatives ? Est-ce qu'il y a eu une analyse ? De savoir qu'à 2 jours, on parlait de Bardella Premier ministre, et ensuite on se réjouissait parce qu'on avait doublé le nombre de ses députés. C'est ça le succès en politique. Et le pouvoir se donne en politique. Il y avait des opportunités à l'époque. Oui, mais pour moi, le pouvoir, s'il ne se prend pas, surtout il ne se donne pas par ce système-là. Voilà. Donc, Bon, moi je laisse parler Lara Stam, parce que justement dans cette manifestation dont vous avez parlé, j'ai un monsieur qui est venu me voir en disant « Mais laissez vivre un peu Lara Stam ». Merci, alors, monsieur. Dorénavant, je ne dis plus rien à chaque fois que Lara s'exprime. En tout cas, voilà 2 messages. Et après, on va passer, bien sûr, à nos invités qui sont en distanciel. Tout de suite après, on ne les oublie pas, qu'ils en soient assurés. Qui me confirment, en tout cas. Cette dame, les sondages de premier tour sont trompeurs, car au 2e tour, Marine ne passera pas comme d'habitude. Donc, on est bien dans le code d'habitude. On est d'accord. Et là qui me conforte encore plus, c'est même des personnes, comme je connais très bien notre Denis, qui toujours intervient au début de nos libres journaux de géopolitique profonde. Il est lui-même dans une confusion qui fait que je ne comprends pas ce qu'il dit. Je suis désolé, mon cher Denis, voilà ce qu'il dit. Cher Nicolas, vous dites tout ça, le désastre, c'est la faute aux Français, ou vous dites aussi Marine, reine des sondages. Entre parenthèses, encore faudrait-il croire à la véracité des sondages, dont acte. N'y a-t-il aucune autre solution, point d'interrogation ? Je ne le pense pas. Déjà, je ne comprends pas ce que... À user de double négation comme ça en permanence, Denis, s'il vous plaît, réécrivez-moi le message. Donc, je pense qu'il y a quand même une grande confusion. Alors, Serge Federbusch, au hasard. Bien. Alors, bonjour à chacun. En matière de Martin et de Contine, je me rappelle qu'il est question que tous les ânes s'appellent Martin. Donc, moi, je dirais mes propres âneries sans m'appeler Martin. Est-ce que les 2 autres Martins veuillent bien me pardonner ? Alors, vous êtes le bœuf dans l'étable dans ces cas-là. On nous l'a déjà fait, mon cher Serge.
Ça fait 70 ans qu'on nous l'a fait. C'est presque une référence publique qui m'honore, messieurs. Et donc, tu sais que Martin, ça veut dire fils de Mars, ça veut dire militant, hein, je te dis juste ça. Eh ben, oui, ça veut dire aussi guerrier. Voilà, c'est ça, exactement. Le monde Mars, le monde des guerriers. Tout à fait, c'est ça. Face à ces deux guerriers, à ces deux breuteurs, bon, que vais-je dire? Alors, Serge, est-ce que tu pourrais te reculer un petit peu pour que lors de l'enregistrement... Ah bah voilà, formidable. Lors de l'enregistrement dans une semaine sur la chaîne YouTube de Géopolitique Profonde, on te voit dans ton... Voilà, donc on ne verra pas qu'un haut de visage. Alors, sur le sujet, Le Pen et par extension la vie politique française. D'abord, une toute petite digression juridique, parce que c'est quand même important. Le jugement a été motivé, l'exécution provisoire a été motivée par les juges de manière politique, comme la loi les autorise à faire, et la loi les autorise à faire de la politique, en disant il faut en gros sortir Le Pen temporairement de la vie politique, parce que justement, c'est une épée de Damoclès pour le système politique français, c'est contraire à l'ordre public que quelqu'un qui puisse se présenter aux élections présidentielles, voire obtenir une immunité grâce à l'élection présidentielle, soit sous le coup d'une condamnation. Bon, ce qu'il faut comprendre, et ça je ne l'ai pas entendu, c'est quand même un peu étonnant, bon, moi je suis, comme ça, certains le savent, juriste et même un peu plus de profession, eh bien, le tribunal aurait pu dire le contraire, aurait pu dire on va créer justement du désordre contraire à l'ordre républicain, à l'ordre institutionnel, en empêchant à titre provisoire quelqu'un qui est susceptible de se présenter à l'élection présidentielle, de se présenter justement. Donc on est pleinement... Et on ne l'entend pas assez, dans un jugement politique qu'il faut donc combattre par des éléments et des moyens politiques. Alors, je rejoins nos autres invités sur le fait que si Marine Le Pen et le Rassemblement national pensent que le jugement en appel, arrêt d'appel, ça sera un arrêt, puisse être différent du jugement de première instance, eh bien, ils prennent des risques considérables. Ils mettent la tête sur le bio. Parce que le plus dur a été fait par le juge de première instance. La cour d'appel pourra tranquillement, de manière pépère, dire dans un an, finalement, tout ça est bon, et donc d'une certaine manière valider rétroactivement l'exécution provisoire et l'empêchement de Marine Le Pen de se présenter. Le plus dur est fait maintenant politiquement pour eux. En plus, rester comme ça, suspendu comme un ver au bout d'un hameçon pendant 1 an, mais dans quelles conditions le Rassemblement national pourra-t-il engager une campagne présidentielle, alors que... Et les municipales qui arrivent, et les municipales. Un délai d'ailleurs qu'il ne maîtrise pas et qui pourrait être rallongé par les incidents de procédure provoqués par le parquet lui-même, c'est-à-dire par le pouvoir exécutif, eh bien, comment pouvoir envisager un avenir politique? Donc, qu'elle fasse appel ou pas appel, je dirais, peu importe, de toute façon, il y a 9 chances sur 10 que ça ne mène à rien. Bon, la solution est politique. Alors, je l'ai déjà évoqué avec Maï Borowski, je pense qu'il y a une seule solution dans cette affaire pour le Rassemblement national. Et d'une certaine manière, pour moi, cette affaire est très, très bienvenue. C'est très bien ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que ça peut provoquer un électrochoc, en particulier du côté du Rassemblement national. Toujours cet espoir. Je pense à ça aussi. C'est de provoquer dans les meilleurs délais, une dissolution de l'Assemblée nationale. On l'obtient comment ? On l'obtient par une motion de censure réitérée, par l'impossibilité pour Macron et sa bande, Bayrou ou les autres, de former un gouvernement. Donc une motion de censure est votée en joignant au premier prétexte venu les voix du Rassemblement national à celles de LFI. Ensuite, dissolution, s'il y a impossibilité de gouvernement, ça sera possible à partir de juillet. Et à partir de là, enfin, bon sang, que le Rassemblement national recommence à faire de la politique, assume, et ils disent c'est aux Français de trancher la question de la possibilité, entre autres questions, mais la question de la possibilité de Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle. Et donc, nous, si on a une majorité, eh bien, on votera une loi d'amnistie. Et à ce moment-là, c'est échec et mat avec la justice, parce que les seuls qui pourront l'empêcher, c'est les gens du Conseil constitutionnel. Mais alors là, que le Ferrand, qui a la mutuelle de Bretagne aux fesses, d'accord, et qui est là simplement parce que tout le monde a fait semblant de regarder ailleurs, alors qu'il y a quand même une affaire de trafic d'influence qui n'a été, à laquelle il n'a échappé que par la prescription des faits, d'ailleurs. Bon, tout ça, et qui était d'ailleurs discutable, très discutable, et bien évidemment, là, le Rassemblement national referait de la politique. Alors, là, il n'y a pas d'autre solution pour eux que d'assumer le combat politique et de dire c'est au peuple français de trancher la question de savoir si Marine Le Pen peut se présenter, de la même manière d'ailleurs que c'est au peuple français de trancher la question de l'immigration, la question du prix de l'énergie, la question de la relation avec Bruxelles et Francfort. Bon, et tout ça, on va en faire masse lors d'une élection législative anticipée. Voilà. Sinon, ils sont foutus. Et de toute façon,
le fait d'être avec une épée de Damoclès comme ça pendant plus d'1 an rend nulle et non avenue toute campagne présidentielle possible pour le Rassemblement national. Donc moi je dis, paradoxalement, ce qui se passe est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je ne suis pas d'accord avec toi, Nicolas. C'est-à-dire que c'est l'heure de vérité. Peut-être que ça va accélérer l'heure de vérité. La France a besoin d'une heure de vérité. On est en train de... je sais pas, alors il y a dans ce bordel et ce brouhaha, l'élément le plus important du point de vue économique, au-delà même peut-être de l'affaire trumpiste, pour la France en tout cas, est passé totalement inaperçu cette semaine. On est actuellement en février, le déficit budgétaire était à 10 milliards d'euros supérieur à ce qui était prévu. C'est-à-dire que l'économie française est en grande partie à l'arrêt. Moi, je vois bien, j'ai des tas de jeunes autour de moi, mes enfants, etc. Ils ont le plus grand mal à trouver du boulot. La jeunesse française aujourd'hui ne trouve pas de travail. On est dans une crise terrible, terrible, qu'on masque simplement dans les médias. Bon, tout ça, ça va avoir des conséquences politiques. Et évidemment. Donc, je crois qu'il est temps maintenant, et cet endettement qui nous tue à petit feu, eh bien, cet endettement et tous ces problèmes économiques, il est temps maintenant que cette situation explose et que le pays, que la politique se réaligne avec la gravité de la situation sociale, migratoire et économique du pays. Donc, je pense merci Serge. Je vois pas. J'ai le temps de parler de Trump. Non, 2 secondes, juste 2 petites secondes pour te dire Attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi dire un mot, s'il te plaît, juste pour dire que, au vu de ce que tu dis, si tu es en plein accord avec moi, le Rassemblement national est foutu, au vu de tes conclusions, et la France est très mal partie avec sa dette. Non, ils ne sont pas foutus, ils peuvent gagner, ça peut marcher. Si. Fol espoir. L'autre chemin, à savoir attendre le jugement de l'arrêt de la Cour d'appel. Croire une seconde. Mais croire une seconde que le Rassemblement national va tenir compte de tes solutions, c'est une vaste blague. Oui, mais bon. Oui, c'est une blague. C'est la logique. Il faut que tout le monde s'exprime. Moi, je pense que tu pourras, dans ta seconde intervention, parler de Trump. J'aimerais qu'on puisse aussi donner la parole maintenant au dernier des invités, et après, on vous tournerait comme vous le souhaitez, c'est-à-dire Raphaël Beslu, notre directeur de la publication. Raphaël. Je serai très rapide. Alors tout d'abord, je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Serge. C'est-à-dire moi, je considère également que c'est une bonne chose ce qui arrive actuellement, pour la simple et bonne raison que cette affaire-là, il faut savoir qu'elle a quand même traîné elle a commencé en 2014, en tout cas le premier signalement, donc il fallait quand même qu'il y ait un dénouement de cette affaire qui servait quand même de joker finalement, avec la condamnation qui pouvait être faite. Le rappel aussi extrêmement important, c'est-à-dire la décision politique de la juge, c'est Bénédicte de Pertuis, quand on voit la mention avec le trouble irréparable à l'ordre public démocratique, pour dire que si elle décide de se présenter, parce qu'il y a aussi un risque de récidive, eh bien voilà, ça met la démocratie en danger. C'est vrai que ça, c'est quand même l'argument qu'il faut, à mon avis, garder, parce que sur les affaires de détournement de fonds, elle est quand même condamnée, il y a quand même des éléments. Je ne pense pas qu'il faut essayer de dire que le Rassemblement national serait parfaitement innocent et n'aurait pas utilisé l'argent européen pour pouvoir financer le parti. Ça, il faut quand même se rendre à l'évidence. Par contre, moi, très simple, je dis que c'est quand même quelque chose qui est bien, parce qu'on a quand même... c'est le premier parti de France hors coalition. On a entre 10 et 11 millions d'électeurs. La situation de la France, comme l'a dit Serge, est absolument catastrophique, et ça, il faut le rappeler. Et ça permettra... la situation va continuer à empirer, et donc ça donnera du grain à moudre dans les années à venir. Voilà. Est-ce qu'on a plusieurs années à attendre pour pouvoir essayer d'avoir un parti politique qui puisse prendre le pouvoir et essayer de réduire la crise, ou en tout cas de la limiter en France? Ça, c'est une autre question. Mais il faudra voir aussi le candidat Bardella, comment est-ce qu'ils vont l'utiliser au sein du Rassemblement national. Moi, je n'ai pas d'appréciation particulière pour Jordan Bardella, mais il faudra voir comment le Rassemblement national va essayer de s'adapter. Mais moi, je considère que c'est une très bonne nouvelle. Quand on veut faire de la diabolisation pendant longtemps, quand on veut jouer avec les règles d'un certain système en France, et qu'on a cette épée de Damoclès depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, eh bien, il faut que ça tombe. Comme ça fait une purge au sein du Rassemblement national. Ça permet, comme l'a dit Serge, c'est une heure de vérité. Et surtout, c'est comme la situation va continuer à empirer, moi je suis convaincu qu'il y a un souffle, un espèce de vent historique qui est en cours. Les Français ouvriront de plus en plus les yeux sur la crise actuelle. Voilà, donc ça permettra au Rassemblement national de se remettre en question. Je ne crois pas du tout, par contre, à une coalition avec, ou en tout cas une sorte d'alliance avec la France insoumise, mais je crois tout simplement que la majorité de la population française continuera. Il y aura ce phénomène de croissance qui va continuer, ça va être une bonne chose. Alors, avant de redonner la parole à chacun, on donne droit, bien sûr, aux questions, ou plutôt remarques des auditeurs. Non, Nicolas, le peuple n'est pas coupable, il n'a jamais élu Macron.
Reprenez le journal Sud-Ouest du soir du premier... Attendez, vous allez voir la suite. Du premier tour de la présidentielle 2017. Je suis désolé, cher auditeur. À 20h45, après près de 70% des bulletins dépouillés, Macron était 11e avec 1,59%. C'est la fraude massive qui a fait le reste, n'en déplaise à Lara. Bon. Pourquoi? Bon, allez. Bonjour, monsieur. C'est la faute de Lara, mais... je n'exclure, il ne faut rien exclure. Voilà. Confondre la France et la République française jacobine comme la Russie avec l'URSS. Donc ça y est, encore volé de bois vert. Il faut bien qu'il y ait un responsable. Le désastre du jacobinisme comme système à tuer les peuples par déracinement n'est-il pas une chance, décidément, pour la renaissance de la France dans une République fédérale française réenracinée, modèle pour le monde? Bon, en tout cas, c'est intéressant comme question. On fait un petit tour? Allez. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la remarque pertinente de Laurent sur la façon de se défendre. Il y a un argument qui n'a pas du tout été utilisé, c'est le rôle d'un parti d'opposition au Parlement européen. Il n'y en a aucun. C'est-à-dire la seule chose qu'il peut faire, c'est d'informer des ingérences et des difficultés du Parlement européen. Il n'y a rien d'autre. Donc, il y en a eu cette semaine parce que le Rassemblement national a obtenu un vote sur le port du voile assez important par l'intermédiaire de Julien Sanchez. Et ça, c'est passé un peu inaperçu. Mais il y a quand même des actions qui peuvent être menées. Mais la quantité d'élus maintenant et à l'époque où les faits sont amputés, c'est pas du tout la même. Leur rôle était vraiment minime. Et donc, ils ne pouvaient faire que des actions politiques en France par rapport à leur rôle. Ça, en fait, c'est ce que j'ai peut-être mal exprimé tout à l'heure, mais c'est pareil pour François Fillon. En réalité, l'infraction, elle est là. À mon sens, c'est pas tellement ça le sujet. C'est qu'est-ce qu'on en fait politiquement. François Fillon, dans sa stratégie de défense, aurait pu dire « Ok, je l'ai fait ». Je mets de côté l'histoire lamentable des costumes, ça c'est autre chose. Mais sur l'emploi de son épouse, il aurait pu dire « Très bien, je l'ai fait. La moitié de l'Assemblée nationale le faisait. Jugez-moi. Plus que la moitié. Vous jugerez plus que la moitié de l'Assemblée nationale. Vous jugerez la représentation populaire. Donc, ou vous m'amnistiez au moins politiquement, parce qu'il ne pouvait pas y en avoir une juridique, et on passe à autre chose parce que je continue mon combat politique. Ça n'a pas été sa stratégie, parce qu'en fait, les hommes politiques actuels ne supportent pas d'être traînés au banc de l'infamie et d'assumer leurs responsabilités. Ils en ont aussi en matière d'intendance politique. C'est très important, de structuration. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on est leader politique. Marine Le Pen réagit exactement de la même façon. Au lieu de dire « Ok, je l'ai fait », quels sont les mouvements politiques, y compris celui de l'actuel Premier ministre qui ne le faisait pas. Ça aurait dû être sa stratégie de défense. Et à ce moment-là, elle englobait la totalité de ce qu'elle appelle elle-même le système. Au lieu de quoi, elle se drape dans sa dignité. C'est une mauvaise stratégie, parce que d'abord, elle ne peut se heurter que frontalement par rapport aux juges qui ont justifié l'exécution provisoire par l'absence totale de reconnaissance. Oui. Donc, ça, c'est effectivement une stratégie. Je ne comprends pas qu'elle soit partie sur cette stratégie-là et que son avocat lui ait pas dit que c'était purement et simplement suicidaire, puisque comme l'a très bien dit Serge Federbusch, la décision est là et la Cour d'appel ne fera que la confirmer. Je voudrais revenir très rapidement sur un point, c'est toujours cette attente qu'on entend dans certains milieux que je connais bien, du grand soir. Je ne suis pas certain qu'il y ait une volonté du pays à l'heure actuelle d'aller vers ce grand soir. Les gens sont accablés par les difficultés économiques, les difficultés morales, les difficultés civilisationnelles. Je crois qu'il y aurait plutôt une démarche à avoir de réfléchir sur quel est le socle commun entre tout un tas de leaders politiques actuels, de Marine Le Pen jusqu'à Bruno Retailleau, en passant par Dupont-Aignan, etc., ou Zemmour, etc. La chose, c'est tous ces gens qui aiment leur pays, qui sont patriotes, qui ont des visions économiques qui divergent un peu, etc. Qu'est-ce qui les sépare? Soyons sérieux. À un moment donné, qu'est-ce qui les sépare? Voilà. Donc, on aille aux élections peut-être, mais on va aux élections derrière des leaders politiques. Marine Le Pen, elle est écornée sur cette histoire, même si elle restera personnalité politique préférée des Français. Mais d'ailleurs, son intervention au JT, c'était ça. C'était de dire, ça fait 30 ans que je vous accompagne et je continuerai de vous accompagner. Il s'agissait de ne pas lâcher le manche. C'était ça la priorité absolue et c'est le sens de la manifestation de demain. Mais à un moment donné, je pense que moi, je ne crois pas à l'hypothèse du grand soir. Je ne crois pas à ce grand souffle qui arriverait parce que je pense que la volonté populaire actuellement, elle est très fatiguée. Les gens sont vraiment dans un état de difficulté très important qu'il ne faut pas méconnaître. Et donc, je pense que, parce que tout passe par la voie des urnes, dans un pays démocratique, que même si on retournait aux urnes, ce ne serait pas nécessairement ce que peuvent espérer certains des participants à cette émission qui sortiraient des urnes. Je ne suis pas certain que certains députés du Rassemblement national aient très envie de retourner aux élections dans le contexte actuel. Merci Laurent. François. Je ne partage pas cet avis, moi.
Je vais dire une chose en même temps simple et un peu crue. Dans cette affaire, tout est une histoire de cojones, je vais dire. Il y a un problème de cojones. Quand je vois la façon... Vous n'allez pas reprocher ça à Marine. Comment Mais vous voyez des hommes partout, François, c'est pas possible. Je raconte une petite histoire. À un moment donné, le Mexique, qui a des problèmes essentiels avec la mafia, avait élu un type qui s'appelait Carlos Salinas de Gortari. Et Carlos Salinas de Gortari était tout petit, il pesait 60 kilos, il faisait 1m60, il avait des grandes oreilles. Et les Mexicains disaient qu'il avait 5 kilos de orejas, 5 kilos d'orejas et 55 kilos de cojones. Parce que le jour où il est arrivé, il a fait prendre le principal mafieux, il l'a foutu en tôle, il l'a condamné à perpète. Et tout le monde a dit, ça y est, on a un chef. Je veux dire, on attend ça. Mais ça, c'est autre chose. Non, c'est la même chose. Est-ce qu'on veut dédiaboliser ou est-ce qu'on veut dire c'est vous qui êtes des diables et moi je suis un recours? Les gens attendent un recours. Alors, en regard de ça, je vais répéter. Je vais finir ma phrase. En regard de ça, il y a la phrase de Solzhenitsyn qui dit ce ne sont pas les revendications fortes qui font les révolutions, ce sont les pouvoirs faibles. Donc, ce sont les pouvoirs qu'il faut attaquer si on veut prendre. Et c'est pas en disant je vous aime et vous m'aimez, on va s'aimer de plus en plus, et quand on va être majoritaire, etc. Si quelque part, il n'y a pas une prise de pouvoir préalable et symbolique en disant je suis là, je suis un recours, et c'est vous qui devez être chassé, si on ne prend pas la possession de l'espace public avant, vous prenez pas le pouvoir, ou vous montrez que vous prenez le pouvoir comme porte-parole de l'oligarchie qui dirige. C'est ça. Or, je rappelle que la situation de Trump, par rapport à sa propre oligarchie, si on la compare à la nôtre, elle était bien pire. Pourtant, il n'a fait qu'assumer en permanence. Et c'est pour ça qu'il a gagné, c'est pour ça qu'aujourd'hui il a la main. Parce qu'il a assumé. C'est ce que j'appelle les cojones. Il n'a jamais reconnu aucune des charges qui pesaient contre lui. Hein. Non. Mais c'est un message politique, ça. C'est un message politique. Et il n'a même pas assumé, à tort ou à raison, et je pense à raison, la dernière élection présidentielle où il a été dégagé. Mais aux yeux d'un certain nombre de gens, il dit, voilà, on a potentiellement et on a maintenant un chef. Comment est-ce qu'on peut se présenter comme un chef si on passe son temps à dire subliminalement à l'oligarchie, je ne vous toucherai pas, et je ne vous mettrai pas en cause si je prends le pouvoir. C'est ce que Fillon a fait. C'est ce que Sarkozy a fait aussi, puisqu'au début, il a été, comment s'appelait-il son conseiller qui est mort à qui? Patrick Buisson. Patrick Buisson, il a été buissoniste, et après, il a été carlabruniste. Et à ce moment-là, en espérant se faire racheter par la gauche. Mais la gauche, ça c'est une phrase d'un Français qui avait été en prison en Chine, qui s'appelait Jean Pasqualini, qui avait écrit un livre qui s'appelait Prisonnier de Mao. Et un jour, il avait dit, il y a une phrase de ce livre qui m'est restée dans la tête, où il disait, mais quand on sort de prison après 10 ans ou 20 ans, on est, à ce moment-là, on est libre, donc on peut faire n'importe quoi, on peut faire ce qu'on veut dans le cadre de la loi de l'époque maoïste. Et un de ses co-détenus lui avait dit, mais tu n'as rien compris, Jean. Tu as fauté et donc ton vase est brisé ou est fêlé. La fêlure restera toujours. Donc, c'est ça, quoi que vous fassiez, si vous êtes appelé simplement Le Pen, vous avez une fêlure qui restera ad vitam aeternam. Donc, n'espérez pas vous faire adouber par le système. Voilà. Ou vous assumez, c'est les cojones, ou vous assumez pas. Mais aujourd'hui, les Français attendent quelqu'un qui assume. C'est ça la seule façon d'aborder ça. Mais il faut être prêt à donner sa vie pour faire face au système, pour faire tomber le système. Sinon, vous pouvez toujours... sinon, vous allez le perpétuer. Et c'est ce qu'on fait. En fait, Marine Le Pen perpétue. Mais c'est un débat qu'on connaît bien. Hein.
Merci François. Serge. Oui. Alors, je vais répondre à la question, à l'objection d'une certaine manière que j'ai entendue sur la désespérance. Il faut juste reculer un petit peu. Hein. Bon, pardon. Voilà. Bon. Sur la désespérance et l'accablement. Sur le fait que l'accablement, parce que c'est vrai qu'on voit que les gens sont accablés et que les résultats des élections partielles ne sont pas très favorables pour le Rassemblement national, mais ils ne le sont peut-être pas d'ailleurs parce que le Rassemblement national n'a pas été assez offensif et donc assez mobilisateur. Oui, d'accord. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Bon. Mais l'accablement, c'est une situation où à un moment, eh bien, l'accablement, le désespoir se transforme en colère. C'est-à-dire qu'on ne passe plus du désespoir à l'espoir, on passe du désespoir à la colère et à la brutalité. Et c'est ça, dans le fond, qui fait les révolutions. S'il y a de l'espoir, d'une certaine manière, il y a des révolutions de palais, en tout cas des élections qui donnent des majorités alternatives qui ne vont pas changer grand-chose. On l'a vu, c'était 81, l'espoir à gauche que 81 allait mettre fin au régime de Giscard et de la droite. Ensuite, l'espoir à droite en 86 qu'on allait pouvoir se débarrasser de Mitterrand grâce à Chirac, etc. L'espoir de Sarkozy, parce que le grand coupable de la situation dans laquelle on est, c'est Sarkozy, qui en 2007 avait un mandat du peuple français pour réformer vraiment les choses et qui n'en a rien fait, si ce n'est effectivement s'acoquiner avec une gratteuse de guitare de la gauche. Et puis, du coup, il n'en est rien sorti. Tout ça a été vain et inutile. Donc, d'une certaine manière, l'espoir, le désespoir, mais le désespoir, à la limite, très bien, parce que de toute façon, l'espoir ne n'amènera à rien. On est bien d'accord. Donc, quand je dis qu'il faudrait se mettre d'accord avec LFI, je ne dis pas qu'il faut se mettre d'accord avec LFI, qu'on s'entende bien quand on est le Rassemblement national. J'ai dit, comme ça a été fait pour virer Barnier, mais laisser voix ponctuellement pour aboutir à une dissolution, rien d'autre. Puis ensuite, cogner, de la même manière que Trump cogne, cogner et assumer un rapport de force. Voilà, alors, absolument. Qu'est-ce qui fera que ce rapport de force peut fonctionner ? Là, je voudrais insister simplement sur ce dernier point. C'est justement la situation économique. Je crois que le grand drame, et ce qui provoque à la fois l'espoir et le désespoir et l'accablement en France, c'est que tout le monde est tenu par les paiements de l'État. Il y a à peu près 30 millions de Français sur 65-70 millions qui vivent et sont directement dépendants des paiements de l'État. Donc tous ces gens-là, fonctionnaires, assimilés, les gens au RSA, tous les gens qui dépendent de l'État, en même temps sont conservateurs, ils ont peur que l'État s'effondre, bien entendu. Mais la peur n'évite pas le danger et à un moment ou un autre, ça se produira. C'est par la crise de la dette qu'un jour, les comptes seront remis à zéro, de la même manière que ça avait été le cas sous l'Ancien Régime. C'est toujours par la crise de la dette quand les régimes n'arrivent plus à se financer. Donc à ce moment-là, il faut être prêt et en attendant, je crois qu'il serait de bonne politique d'être plus ferme et que les atermoiements du Rassemblement national lui ont été contre-productifs. Et cette manifestation de demain est, à mon avis, stupide. C'est comme la manifestation pro-Fillon. Ça ne sert à rien, c'est une fausse manifestation de force. Ça débouche sur quoi ? Allez, on va se retrouver place Vauban, ensuite on va rentrer chez soi. Ça ne servira à rien, ça ne fait... Et d'ailleurs, Mélenchon, qui est très malin, se rue là-dessus pour dire, attention, c'est un coup d'État fasciste, et nous faire un pseudo-Capitole. Donc ce n'est pas du tout la bonne Xavier Bertrand qui fait Capitole. C'est Xavier Bertrand qui est sur les... Oui, mais ils disent tout ça et ils le colportent par les médias. C'est-à-dire que le Rassemblement national, dans cette manifestation, va s'affaiblir. Ils ne peuvent en aucun cas... Soit ils préparent vraiment une révolution, un coup d'État, ils essaient de prendre l'Élysée, d'accord ? À ce moment-là, c'est une chose, mais pardon, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas préparés, ils seront massacrés. Non, soit ils se font massacrer, soit ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est poser le terme politique, faire tomber le gouvernement, provoquer des élections et aller. Alors peut-être qu'ils n'auront pas la majorité, il y aura un peu plus, à mon avis, de députés RN, mais pas beaucoup plus. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Le bordel va s'accentuer. Et à un moment, il y aura ce qu'on appelle l'apocalypse, c'est-à-dire la convergence des calendriers du désastre. C'est ça, une apocalypse. Et donc là, il y aura la crise financière qui va arriver, la crise budgétaire, la crise politique. Et là, il en sortira un véritable espoir pour la France, c'est-à-dire un véritable changement de régime. On ne peut pas s'en sortir autrement.
Donc, et le meilleur moyen, évidemment, c'est d'incarner à ce moment-là l'alternative. Et là, le gros problème du RN, c'est qu'il n'incarne plus une alternative. Oui. Merci Serge. Raphaël et ensuite le Bobino et les questions des auditeurs. Raphaël. Honnêtement, j'aurais pas grand-chose à rajouter parce que je pense qu'à la fois François et Serge ont résumé les points les plus importants. Moi, je pense tout simplement qu'il faut être patient. Je pense pas que les Français souffrent encore assez. On est en phase de pourrissement lent depuis bien longtemps. Et même si, évidemment, vivre en France est quand même un assez expatrié infernal. quand même. Hein. Oui, mais moi, justement, je vais répondre sérieusement sur ça, parce que ça, c'est un point qui m'agace beaucoup, le jugement qu'on a sur les expatriés. C'est que moi, j'ai décidé d'agir parce que j'en ai marre de me faire détruire par un État, ou en tout cas de financer un État qui vise ma paupérisation et ma destruction. Donc moi, j'ai décidé d'agir et de partir. Moi, ce que j'observe, c'est quand je regarde la masse électorale où les Français ont besoin de prendre, on va dire, encore plus de coups avant de peut-être se réveiller un minimum et faire preuve de bon sens. Le problème, c'est l'absence totale de bon sens sur des problématiques de base pour essayer de régler notre quotidien. Moi, j'observe avec les différentes élections, quand je vois même, je ne fais pas confiance intégralement évidemment aux instituts de sondage, mais la majorité des Français semble plutôt contente de la situation actuelle. Voilà. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on peut attendre. On peut attendre. Voilà. Moi, je me dis, c'est absolument catastrophique, certes, mais là, je rejoins l'avis de Serge. Il faut attendre une forme d'apocalypse. Ça passera par une crise économique majeure. Et là, tout est en train d'être préparé. Hein. On parlait au tout début de l'émission, on citait rapidement les annonces de Donald Trump. Là, il faudra voir dans les mois et les années à venir ce que ça va faire sur l'économie européenne et française. Et là, peut-être que les Français vont ouvrir les yeux. Les aides de l'État, c'est aussi extrêmement important. Si on se retrouve à un moment avec plus aucune aide de l'État, ben là, peut-être que certaines catégories sociopolitiques vont pouvoir ouvrir les yeux et se dire « Ah, mais je ne dois pas tout faire en fait, pour sauver l'État français qui me permet de survivre. Il ne peut plus me donner les moyens d'avoir en fait une vie, même si elle est pas forcément très convenable, afin de pouvoir un peu survivre au quotidien. Peut-être qu'en fait, il faut que ce système tombe. Voilà. Et peut-être que cette période-là, lorsqu'elle arrivera, aussi amènera une personne qui représentera, on va dire, ce chef de file, parce que là, le gros problème qu'il y a, comme l'a dit aussi François Martin, actuellement au Rassemblement national, c'est que est-ce qu'il y a une personnalité politique qui représente cette force, cette virilité, ce courage? Je ne pense pas. Voilà. Donc pour moi, il y a ces deux problématiques. Il suffit d'être patient. C'est un pourrissement lent. Et là, on est en phase d'accélération et ça apportera des choses très positives plus tard. Voilà. Eh bien, merci Raphaël. Un Bobino, le jugement qui a condamné Marine Le Pen, entre autres, non seulement ce qu'on oublie, à 2 ans de prison ferme, aménageable avec un bracelet électronique chez elle. Terminé les meetings après. Et puis aussi les droits de douane, on parle un petit peu aussi d'économie et de commerce avec Laurent Martin-Saint-Léon et avec François Martin, avec Serge Federbusch, Raphaël Beslu et Lara Stam qui bien sûr met son grain de sel dans ces échanges, qui d'ailleurs donc va dire un petit mot, et puis parce qu'elle voulait je crois réagir par rapport à ce qu'avait dit Raphaël, ainsi que François Martin, et après je passerai à vos questions chers auditeurs. Lara. Oui, je voulais réagir et rebondir sur cette question de manifestation. La seule manifestation qui aurait pu être une manifestation de coup de poing, c'était celle où Marine Le Pen se lève au tribunal pour partir et sur le parvis, elle dit « J'appelle tous les Français à me rejoindre maintenant devant le tribunal ». C'était le seul moyen qu'elle avait à ce moment-là, crédible, comme l'a fait la gauche avec les votes pour les retraites, etc. Mais appelez une semaine après, place Vauban, pour que ça soit comparé à Trocadéro, à ceci, à cela. Mais c'est du perdant. Ils ont perdu la main sur la façon politique de gérer le peuple. François Martin. Oui, je suis d'accord avec ça, mais pour ça, il fallait l'annoncer avant. Mais c'est toujours pareil. Non, pas besoin. Attends, Lara, si on veut faire un coup de force, il faut dire à tout le monde qu'il faut assumer. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'assume pas le rapport de force. Voilà. Mais quand j'ai parlé tout à l'heure de l'impréparation, c'est-à-dire qu'elle aurait dû... Il y a une décision, il y a des réquisitions qui ont été annoncées, il y a une décision demain, elle aurait dû prévoir qu'elle peut être défavorable, c'est tout. Et dire à ses militants, soyez prêts à vous lever et venir. C'est ça. Et elle aurait dû l'annoncer à la France entière pour retourner, c'est ce qu'a fait Trump à chaque fois en retourner et faire un coup politique des accusations. Alors en plus, si on se dit, quand on voit la situation aujourd'hui de la France, l'affaiblissement du président de la République,
le fait qu'on peut faire sauter le gouvernement quand on veut ou pratiquement, etc., et qu'on n'arrive pas à profiter, quand je dis que Solzhenitsyn dit que ce sont les pouvoirs faibles qui font les révolutions et pas les revendications fortes, on n'a quand même pas un pouvoir qui est si fort que ça. Hein. Donc, si on n'arrive pas à le secouer, c'est qu'on n'a pas beaucoup de force soi-même. C'est ça que je vais dire. Je vais mettre un peu de combustible dans vos échanges. Voilà, mesdames, messieurs, belle émission, d'accord avec toutes vos analyses, notamment le billet de Stocker, peuple français anesthésié. Aujourd'hui, Marine Le Pen appelle enfin à une manifestation, à un rassemblement pour elle-même. Mais où est le RN quand les patriotes, reconquêtes, gilets jaunes manifestent pour la paix, contre les confinements, contre les CRA dans les villages? Et pourquoi ne réagissent-ils pas quand des personnes comme Zemmour, Le Gallou sont harcelés par la justice? Je reste solidaire avec le RN, mais ce n'est pas parce qu'ils restent à distance des autres souverainistes comme des pestiférés qu'ils seront épargnés courtoisement. Je suis tout à fait d'accord, nous dit cette autre auditrice, avec Serge. Nous devons nous retrousser les manches et nous devrions parler d'économie, entreprise, TPE, PME, stratégie de redressement pour sauver l'industrie française. Exemple, l'industrie automobile, tatati. L'Europe suicide nos entreprises, Frexit et patriotisme économique pour une France neutre comme en Suisse. L'UE, oui, avec 27 sages, ça suffit pour la paix et une diplomatie de la paix. Enfin, parler de purge au FNRN comme bénéfice secondaire à cette scandaleuse affaire, c'est privilégier les combines politiciennes sans voir ni comprendre que le fond de l'affaire est bien une ingérence directe d'une institution constitutive de l'État profond, gangrénée par les socialo-mondialistes qui crachent sur la volonté populaire depuis 50 ans. C'est se foutre des principes au prétexte de règlement de compte personnel, c'est lamentable, digne des Ratsok et de cette fin de régime pourrissant. Ah, viva los cojones. Laurent, sur l'ensemble. Hein. Vous lancez le débat, faites comme vous voulez. Alors, j'ai un petit peu rebondir sur ce que disait Serge Faderbusch et puis François sur en cavalier de l'apocalypse. Je crois que le débat actuel, c'est quand même la crise de l'énergie qu'on rencontre et le positionnement de l'actuel président de la République par rapport à la guerre. Et ça aussi, ça devrait mener à des débats essentiels sur lesquels le RN s'est au fond peu positionné préalablement à cette décision de justice. C'est-à-dire qu'il avait là aussi une occasion de se démarquer totalement du pouvoir et d'appeler les Français très nettement à s'opposer à la guerre, ne serait-ce qu'au nom de leurs propres intérêts vitaux, puisque nous avons aujourd'hui une dépendance énergétique et une facture énergétique qui est liée au conflit actuel qui ne cesse de s'élever, y compris pour les entreprises, et que c'est ce qui provoque aussi l'appauvrissement du pays, c'est ce qui provoque notre affaiblissement dans les relations internationales, le fait qu'on va se prosterner aux pieds de M. Tebboune qui se permet d'emprisonner Boualem Sansal. Bref, je crois que c'est là qu'effectivement il y a eu un déficit programmatique qui s'est fait. Et puis le second point, c'est qu'il y a 6 mois, Bruno Retailleau n'existait pas dans les sondages. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, dans les sondages. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, oui, il existait ailleurs. Je ne dis pas qu'aujourd'hui il est nécessairement très populaire, c'est pas ça. Je sais pourquoi pas il s'en va pas là d'ailleurs. Mais alors ça c'est une bonne question. Mais il y a en tout état de cause une émergence qui s'est faite de ce côté-là. Et là vous avez tout le vieux système LR des élus républicains qui voient une chance inespérée pour lui de se perpétuer. Et là, il y a des ressources, il y a de la matière, il y a une capacité à se régénérer perpétuelle qui font que tous ces élus vont être derrière ce candidat inespéré pour eux et que donc la donne politique a changé pour Marine Le Pen. C'est ce que je voulais dire en disant qu'elle avait la main au soir des élections législatives, c'est qu'elle était dans ce camp politique-là totalement vainqueur. Si nous avons besoin... Ah non, le RN n'a-t-il pas vendu son âme? C'est pour que François puisse réagir sur l'ensemble. Le RN n'a-t-il pas vendu son âme ces jours-ci, nous dit cet auditeur? Qu'attendre de cette politique inféodée à des financiers fossoyeurs? Qu'attendre de ces Français ilotes? Et une belle formule de Michel de Montaigne: si nous avons besoin de sages femmes à nous mettre au monde, nous avons besoin d'un homme encore plus sage à nous en sortir. Oui, donc moi je voulais comparer, puisque je n'ai pas répondu sur la question de Trump, avec la façon dont Trump prend les choses aujourd'hui, depuis qu'il a pris le pouvoir. On parle quand même de la France aujourd'hui. Et en particulier, oui, mais on a tout à l'heure, on a parlé des choix qu'il a fait en ce qui concerne les droits de douane. Oui. Moi, j'ai expliqué dans de nombreuses émissions
que l'un des objectifs de Trump aujourd'hui, c'est de faire exploser le système européen, parce que c'est pas au moment où il enterre la guerre géopolitique avec la Russie et il ouvre une guerre géoculturelle contre les progressistes, qui va laisser le bastion des progressistes, qui est la base arrière des progressistes de l'intérieur qu'il est en train de combattre et qu'il essaie de détruire. Donc, c'est en partie ce qu'il est en train de faire. Mais par ailleurs, le fait de mettre des droits de douane de 20%, je ne vois pas en quoi il assume une guerre commerciale. Il est juste en train de rééquilibrer ces balances commerciales qui sont déficitaires avec la Chine, avec l'Europe. Et Charles Gave rappelait hier d'une façon tout à fait intelligente qu'il y a un système aujourd'hui qui prévaut et auquel l'Europe joue, c'est-à-dire que les entreprises qui vendent aux États-Unis achètent en Chine, font fabriquer en Chine, elles achètent à 10 et elles revendent aux États-Unis à 1000, mais elles vendent à leur siège qui se trouve en Irlande à 950 et elles revendent à 1000 et elles ne payent pas de droits de douane. Donc en fait, toutes ces entreprises volent, je dirais, non seulement l'État américain, mais également les gouvernements européens, parce qu'elles profitent d'une faille du système. Et le fait de mettre 20% de droits de douane, ça va lui permettre à Trump de leur piquer 20% de leurs profits. Donc, je trouve que c'est assez bien vu et assez intelligent. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, qu'attendons-nous, nous, pour assumer effectivement nos propres choix économiques, comme vous le disiez, mon cher... c'est exactement ça. Et Laurent Martin Saint-Léon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle révolution américaine qui est en train de se faire, y compris dans l'opinion. Et en fait, c'est peut-être que Lafayette va retraverser l'Atlantique, parce que sincèrement, là, il y a quand même effectivement quelque chose de fondamental dans ce qui a été fait aux États-Unis, notamment sur le positionnement politique. Et donc ça répond à ce que vous dites. C'est effectivement, s'il doit y avoir une inversion totale des choses, c'est peut-être en s'inspirant de ça, je ne suis pas atlantiste pour dessous, mais en l'espèce, ce qu'a fait Trump est unique, effectivement, dans l'histoire des idées politiques depuis ces 70 dernières années. Et ça, c'est totalement novateur. Et je finirai juste en rappelant que Poutine avait fait une intervention à quelques jours du début de sa guerre d'Ukraine, en disant pratiquement ceci: mes collègues occidentaux ont oublié ou font semblant d'oublier un facteur essentiel, c'est la fracture sociale. Il me paraît impossible, compte tenu des désagréments qui vont être provoqués par la guerre sur le plan économique, etc., que l'élite actuellement, dans les pays occidentaux, se maintienne au pouvoir. Il a dit ça. C'est-à-dire au moment même où nous disions nous allons couper Poutine de son peuple, et on les a resserrés en débaptisant les collèges Dostoïevski et autres, ce qui fait que le peuple russe s'est dit c'est pas une guerre contre Poutine, c'est une guerre contre la Russie, et donc le peuple s'est resserré contre son chef. Nous avons la guerre en fait a détruit la relation, et nous y sommes en fait aujourd'hui. Et si on rapproche ça de ce que disait Solzhenitsyn dans son discours de Harvard, que je cite abondamment dans mon livre, il y a un moment donné, il dit que cette philosophie des Lumières provoque deux monstres. L'un, c'est ce qu'il appelle le parti, et l'autre, c'est ce qu'il appelle le marché. Et il prophétise le fait que les deux vont tomber. Bon, il y en a un qui est tombé en 91, et pour moi, il est clair que le deuxième tombe aujourd'hui. C'est bien ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors, non, ne parlez pas de Lafayette, monsieur Laurent Martin Saint-Léon, qui a été un révolutionnaire de salon en Amérique. Mentionnez plutôt Rochambeau. C'est la formule qui est passée à la postérité. Alors, après Solzhenitsyn, nous avons nous aussi notre littéraire, notre poète, et ses quatrains, Michel Dumas, l'électorat gaulois sous grand remplacement et machine à vote en sous-bassement, le système mafieux prospère grassement, désastre en patrie France, fatal en lassement. Est-ce que ça vous inspire, Serge, quelque chose ? Ou le reste? Écoute, ça ressemble plutôt à des quatrains de Nostradamus qu'autre chose. Hein. Oui, bon. Et donc, pourquoi pas.
Bon, ça en a le style littéraire en tout cas. Alors je voudrais revenir sur... Il faut que tu recules un peu, mon cher Serge, parce que tu es coupé en deux, mon cher ami. Ça serait dommage en cette période révolutionnaire. J'essaie de démultiplier mon propos. Bon, donc la dédiabolisation poursuivie par le RN est un échec complet. Et j'espère que s'ils vont se réveiller et qu'ils vont assumer une stratégie d'affrontement, ça, on l'a dit, on verra bien dans les semaines et les mois qui viennent. De toute façon, je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que cette ligne d'affrontement, parce que sinon, c'est les sables mouvants, hein, la stratégie actuelle de réplique par le judiciaire pour eux. Donc, ils sont foutus s'ils ne réagissent pas durement. Ensuite, je voudrais parler simplement un petit mot de Retailleau. Là, je suis un peu inquiet de ce que j'entends, parce que tout ce qui a pu berner la droite au sujet de, par exemple, Sarkozy, c'était lui que voilà, qu'il allait enfin, justement, offrir une alternative, changer le système. Moi, je me souviens de Sarkozy disant, oui, maintenant, c'est le système contre moi et tout. Mais Retailleau, c'est encore pire, il est surgi de nulle part, c'est une créature à la Macron, d'une certaine manière. Il est surgi de nulle part, c'est quand même un LR bon teint. Il ne changera rien. Je prendrai juste un exemple. On souffre beaucoup, vous savez que moi, à Paris, j'ai une action politique parisienne, on souffre beaucoup des inepties, des délires, à la fois de la mairie, bien sûr, le périphérique, par exemple, une voie réservée pour le covoiturage. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on sort du périphérique, on prend l'autoroute A1 ? Eh bien, cette voie réservée pour le covoiturage, ça a l'air d'un petit détail, mais je vous assure, c'est très important. Eh bien, elle se poursuit beaucoup plus loin, elle se poursuit vers Roissy. C'est-à-dire que ce délire de la mairie de Paris, d'Hidalgo et ses sbires, il est complètement avalisé par le ministère de l'Intérieur. Et la presse, c'est pareil, je te signale. Et Retailleau. Mais Retailleau, c'est un fantoche. Je suis désolé, réveillez-vous, les amis. On est réveillés là-dessus, sur GP. Il va pas faire mieux que les précédents. C'est le dernier avatar du système pour nous faire croire qu'il va y avoir justement quelque chose, un horizon possible. Non, Retailleau n'existe pas, n'existera jamais. Et s'il fait pièce à un moment au Rassemblement national, ça sera au contraire pour affaiblir la droite plutôt que pour la renforcer. Bon, donc oublions tous ces fantoches. Tout ça ne conduit à rien. La seule chose qui peut conduire à quelque chose, c'est de se préparer à l'effondrement financier quand il va arriver, et à la limite même l'accélérer, parce que les vertus d'une motion de censure et même d'une crise politique, c'est de faire revenir par la fenêtre ce qu'ils essaient de chasser par la porte, c'est-à-dire que d'accélérer par la hausse des taux d'intérêt le moment de vérité, l'heure de vérité dont on a besoin. Ce qui les fera tomber, c'est la hausse des taux d'intérêt qui rendra le financement de l'énorme machinerie bureaucratique et subventionnelle française impossible à perpétuer. C'est ça qui les fera tomber. Et donc, plus tôt ça arrivera, mieux ça vaudra. C'est ça qui a fait tomber le système soviétique, je te dirais au passage. François Martin. Comment ? Finis ta phrase, je t'en prie. Ça y est, il est fini. Ce qui a fait tomber le système soviétique, c'est des facteurs extrêmement complexes, mais ce n'est pas uniquement la crise financière, c'est simplement que le système était pourri, un système, mon père le disait, qui était un vieux communiste, quand il est revenu d'Europe de l'Est dans les années 70, ils sont foutus car personne n'est incité à bosser. C'est ça. Tu veux dire exactement la même chose que moi, c'est-à-dire, il y a une chose que moi j'allais beaucoup en Pologne à l'époque, entre 88 et 92, Pologne, République tchèque, Hongrie, Pays-Baltes, et il disait, nous on leur en donne pour ce qu'ils nous payent. C'est-à-dire, comme ils ne nous payent pas, on ne bosse pas. Donc, en fait, et pourquoi on ne travaille pas ? Parce que le travail, au départ, c'est basé sur une chose, c'est sur la confiance. La confiance, c'est la sève dans ton arbre. Quand tu n'as plus de confiance entre les chefs et le peuple, et il y avait zéro confiance et les élites, du coup, les gens arrêtent de travailler. Et si ça se passe, si en France, la productivité et le travail se cassent la figure, c'est parce que la confiance se casse la figure aussi, c'est pour ça. Je suis absolument et totalement et à 100% d'accord avec François là-dessus. Et Raphaël aussi. Maintenant, un mot sur Trump. Oui, c'est vrai que je l'ai déjà coupé une fois sur Trump. Il a essayé de me répondre sur Retailleau, si vous permettez. Il a essayé de me couper, donc ne te laisse pas faire. Ce sera après. Je tiens à cracher ma Valda. Donc, Trump, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un gars qui a été élevé sur le marché immobilier new-yorkais et dans la télé-réalité californienne, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus compétitif, pratiquement et de plus dur. Donc, il patate, comme on dit. Il donne, il frappe et puis il voit, comme disait Napoléon. C'est-à-dire qu'il augmente les droits de douane, ça va
amener à récipiscence un certain nombre de gens qui vont sans doute être amenés à négocier avec les États-Unis, parce que les espèces de réactions de matamore grotesques et ridicules de Macron, c'est toute chose, mais on voit tout de suite que le patronat français se désolidarise de lui, d'accord ? Et c'est la même chose à l'étranger. Il va provoquer la négociation. Ce que disait Charles Gaff, que j'ignorais, mais très juste, c'est-à-dire que malgré tout, les Américains étaient quand même un peu le dindon de la farce des échanges internationaux. Mais bien sûr. Parce que c'était en fait un open bar pour les exportateurs chinois en particulier, tous les exportateurs industriels mondiaux. Et une lessiveuse, mon cher Serge. En exportant du dollar. Et une lessiveuse aussi. Voilà. Bon. C'était quelque chose de très malsain. Écoutez-vous, ne parlez pas tous en même temps. Bon, non, c'était quelque chose de très malsain, l'équilibre planétaire actuel. C'est-à-dire, tout le monde exporte vers les États-Unis et les États-Unis, en retour, exportent du dollar, c'est-à-dire se financent en s'endettant avec une dette astronomique. Bon, en gros, pour résumer les choses, mais c'est quand même très proche de la réalité. Mais ça, c'est quelque chose de très dangereux, et des gens comme Trump ou Musk en ont conscience, c'est-à-dire qu'à un moment, la dette devient ingérable, et ils sont à la merci d'une remontée des taux d'intérêt. Et d'ailleurs, ce que dit Trump actuellement, et c'est ça que les gens n'ont pas perçu non plus, il a dit à la Réserve fédérale, puisque les marchés financiers baissent, mais ce n'est pas compliqué, baissez vos taux d'intérêt. Bon, il est aussi dans une posture de négociation dure. Il frappe, il conduit. En fait, il cherche quoi ? À restaurer les comptes des Américains, aussi bien les comptes des doubles déficits, le déficit jumeau, les comptes extérieurs en augmentant les droits de douane et en renégociant un certain nombre de termes de l'échange internationaux, et les comptes intérieurs en dégraissant la mauvaise graisse de l'État américain grâce à Musk, et puis en faisant baisser les taux d'intérêt. Sa stratégie, elle est peut-être incomprise par le vulgum PQ journalistique français, qui ne comprennent rien à rien, pour qui Trump, c'est un diable, et qui réagit par des réflexes pavloviens complètement en fait, manipulés par tout ce qu'il a appris depuis 20 ou 30 ans à Sciences Po ou ailleurs. Mais Trump a une stratégie de businessman dur, qui négocie, qui frappe et qui se met en position dans des négociations d'obtenir ce qu'il veut, ni plus ni moins. Et nous, comme on est dirigé par un fantoche incompétent, eh bien à chaque fois on court derrière l'événement, et on a une classe politique, une élite qui en comprend moins ça encore que le peuple. Mais c'est la dernière formule, puisque tu aimes bien les formules, Nicolas. Moi, une formule que j'adore, de Jean-Yann, un grand penseur politique. Les élites, et c'est vrai particulièrement en France, les élites sont plus facilement manipulables que le peuple. D'accord ? Bon. Et donc, c'est ce qui se passe actuellement. Ils ne comprennent rien à la situation. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un businessman, qu'un gars qui négocie durement comme les Trump aux États-Unis, et ils cavalent dans tous les sens. Et tout ça aussi, ça participe de notre déclin et du futur effondrement. Ça va, tu as pu t'exprimer, Serge ? Non, je veux continuer. Raphaël. Encore une fois, Serge a très bien résumé la situation. Moi, je poserais juste une question, c'est pas pour relancer un débat avant la fin de l'émission, parce que là, on parlait de Bruno Retailleau. Lorsque j'étais en voyage en France et que j'ai pu échanger avec que ce soit des Parisiens ou, comme disent les Parisiens, des provinciaux, même si j'en suis pas, il y avait des personnes qui me parlaient d'une autre personnalité politique. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que je suis très pessimiste pour le moment sur la lucidité actuelle de la majorité des Français. Des personnes me disaient Édouard Philippe, parce qu'on voit aussi qu'Édouard Philippe, sa cote de popularité est quand même élevée, et plusieurs personnes avec qui j'ai échangé, qui évidemment, c'est-à-dire même dès que je prenais un taxi par exemple, le chauffeur me parlait immédiatement de politique, il critiquait forcément Macron, il critiquait la situation à Paris, et ils me sortaient tous il est bien Édouard Philippe quand même. C'est peut-être notre espoir. Donc, est-ce que voilà, je serais curieux d'avoir vos avis sur cette question-là, parce que là on parlait de la situation de la France. Je pense que ça, parce qu'on parlait finalement du Rassemblement national et de sa transformation à venir ou non, mais il y a aussi le renouvellement des élites, ou en tout cas le prochain candidat qui pourrait venir pour être dans la continuité d'Emmanuel Macron. Une belle continuité. Les deux Martin, d'abord Laurent Martin et ensuite François Martin. Oui, on m'a invité pour essayer de faire une analyse politique, ce que je tente humblement de faire ce matin, et non pas pour prendre parti pour qui que ce soit, c'est ce que je me garderais bien de faire sur ces ondes. Pourquoi j'ai parlé de Bruno Retailleau ? C'est parce que y a deux points. Le premier, c'est que, je l'ai dit, lors des législatives, Marine Le Pen avait la main et LR était par terre. Et la nouveauté
du fait politique d'aujourd'hui, c'est que LR, et notamment ses élus, que je connais bien, j'en connais beaucoup, notamment dans les Hauts-de-Seine, se sont repris à croire derrière Retailleau et à espérer que, notamment parce qu'on est à l'approche des municipales, ils avaient trouvé un champion qui leur permettrait de conserver leur mandat, parce que c'est quand même leur principale préoccupation pour les quelques mois qui arrivent. Donc le fait politique majeur, c'est celui-ci. Vous aviez, il y a 6 mois, un parti politique de droite classique qui était totalement par terre et totalement inféodé au président de la République, qui aujourd'hui peut légitimement espérer, en se rangeant derrière son nouveau champion, redresser la tête, conserver ses mandats alors qu'il était fortement contesté, y compris dans ses bastions, et qui s'en était même remis à Édouard Philippe, qui n'est pas tout à fait de cette mouvance politique-là pour mener son combat, parce qu'il y a pas mal d'élus LR qui ont basculé Horizon à l'époque. Et là, la nouveauté, c'est que cette frange politique-là espère redresser la tête, et ça, c'est un élément, pour Marine Le Pen aussi, qui est négatif. C'est ce que je veux dire par rapport au fait que 6 mois se sont écoulés et qu'il est plus tard que l'on ne pense. Le deuxième point, et là je ne suis pas du tout d'accord avec Serge Ferdabuche, et pas du tout pour faire la promotion de Bruno Retailleau, parce qu'encore une fois je ne suis pas là pour ça, mais on ne peut pas dire qu'il sort de nulle part. C'est un homme qui a été élu de Philippe de Villiers, qui était élu du MPF, le Mouvement pour la France, qui a mené le combat contre le traité de Maastricht. Moi, je l'avais côtoyé à cette époque-là, qu'il ait changé, qu'aujourd'hui, il y ait une compromission avec le système, qu'on peut considérer tout ça. Ça appartient éventuellement à Serge de le penser, et je lui laisse bien volontiers. Mais on ne peut pas dire qu'il sort de nulle part. On peut aussi peut-être espérer, et encore une fois, je ne prends pas parti, que finalement, Bruno Retailleau essaye d'être habile et d'exercer une forme de taquilla à l'intérieur du gouvernement actuel pour accomplir sa propre mutation et sortir du lot à un moment donné. Ça n'est qu'une hypothèse. Encore une fois, on m'a demandé de faire une analyse politique. J'essaye d'en faire une. Alors, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Laurent, mais quand même, c'est vrai, à y réfléchir, Édouard Philippe, il est quand même pas mal. Et bim. Alors, pas du tout d'accord sur le port du voile. Je vais faire une remarque générale, c'est que en France, le problème depuis très longtemps, c'est les bourgeoisies. Le problème, c'est les bourgeoisies. Justement, le système qui a été instauré par Mitterrand est un système qui consiste à remplacer les classes populaires qui étaient inféodées par le Parti communiste, par des classes populaires exogènes, permettant de diaboliser les patriotes et de terroriser les bourgeoisies en leur disant attention, si vous soutenez pas le gouvernement de gauche et si vous voulez par exemple maîtriser l'immigration, ça sera la guerre civile. Donc ils tiennent avec ça. Et les bourgeoisies en France sont traditionnellement terrorisées, c'est mon analyse. Et par ailleurs, je pense que aujourd'hui elles sont pas persuadées elles ont une appétence absolue pour l'immobilisme, une appétence absolue. Et aujourd'hui, elles sont pas encore, et là je rejoins Serge, persuadées que le mouvement est moins dangereux que l'immobilisme. C'est ça. Et aujourd'hui, ce que représentent des gens comme le maire du Havre, ou même comme Retailleau, qui derrière, en fait, le vernis qu'il essaye de donner me fait un peu penser à Sarkozy, mais qui fera la même politique que la politique actuelle, c'est-à-dire qu'il ne s'attaquera pas aux vrais problèmes de la France. C'est parce que toutes ces personnes, en fait, essayent d'épouser les populations, les besoins des populations bourgeoises, c'est-à-dire de se rapprocher le plus possible de l'immobilisme. C'est ça, je pense, notre problème. Ce sera peut-être la même issue, mais ce n'est pas la même colonne vertébrale en ce qui concerne les personnes que vous avez citées. Ils n'ont pas la même formation politique. Ils ne viennent pas du même monde politique. Leur ascension n'est pas tout à fait la même. On peut quand même, en regardant la personnalité de Bruno Retailleau, dire qu'il a eu une formation politique et une ascension politique au départ, qui n'a rien à voir avec celle d'un Nicolas Sarkozy, rien à voir avec celle d'un Édouard Philippe. Je suis d'accord sur le fait que c'est quand même un traître achevé. C'est pas la même chose. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Quand même, et Philippe de Villiers pourrait en témoigner, même si, semble-t-il, ils se sont réconciliés. Serge Federbusch. Il a dit que c'était son petit frère. Oui. Les catholiques, ça pardonne. Alors, à mon avis, il y a deux horloges.
deux comptes à rebours qui sont concomitants. Alors, il y a d'abord celui de la classe dirigeante qui veut effectivement, je rejoins François Martin, jouer des peurs de la bourgeoisie, moyenne, grande ou petite. Et Macron use et abuse de ça. D'abord, c'était le Covid, maintenant c'est la guerre. Hein. On va leur envoyer un kit de survie pour leur faire peur. Bon. Donc, il y a cet agenda-là, ce compte à rebours-là, le compte à rebours classique de la peur, avec deux figures là qui viennent d'être évoquées. D'une certaine manière, Édouard Philippe, qui veut faire un peu comme Macron, obtenir le soutien des grands patrons de Bernard Arnault, etc., pour rassurer dans ce contexte de conservatisme, finalement, la classe dirigeante, les grands patrons, le pouvoir, et essayer d'emporter les élections comme l'a fait Macron. Donc, Édouard Philippe suit la recette Macron, je dirais. Et Retailleau, qu'est-ce qu'il fait? Dans ce contexte aussi, parce qu'à mon avis, il n'est pas du tout dans une ligne de rupture, et sa taquilla, elle est tellement bien cachée qu'il finira par l'ignorer et s'y perdre lui-même. Eh bien, lui, il suit le modèle Sarko. C'est-à-dire que, oui, c'est moi que voilà, on va faire du Karcher, vous allez voir, et en fait, il ne se passe rien. Donc, on a un néo-Macron avec Philippe et un néo-Sarko avec Retailleau. Donc, ça, c'est le premier compte à rebours. Je dirais, on change pas la machine qui perd, on reste, on s'enfonce à petit feu dans la merde, et en attendant, nous, on gagne les élections et on se goinfre. C'est leur perspective. Et on fait cocorico. Deuxièmement, il y a la vérité, qui heureusement sauvera la France, la vérité sauvera la France, à savoir que ce système pourri où finalement tout le monde se tient par la barbichette, où il y a 30 millions de Français qui vivent d'un état complètement dilaté et perclus d'arthrose en tout genre, eh bien, est en train de faire faillite. D'accord ? Et à quel moment est-ce que le compte à rebours de la faillite sera plus rapide et se déclenchera plus vite que le compte à rebours de la perpétuation du système par des fausses alternatives? C'est ça la question. Et donc, moi, je crois que, on doit finalement, si on a une action politique à faire, on ne peut pas être passif. Et moi, ce que j'espère, c'est que justement, cette prise de conscience du Rassemblement national, ou au moins cette nécessité vitale pour le Rassemblement national de taper contre le système, parce que sinon ils sont foutus, et donc de provoquer une censure qui elle-même créera une hausse des taux d'intérêt et une crise politique et ensuite économique, eh bien peut-être que grâce à cette accélération du calendrier et du chronomètre de la crise, eh bien, on s'en sortira. Voilà. Bon, merci Serge, ça sera la vérité selon Serge Federbusch, c'est parfait. Raphaël, 1 minute, et puis chacun 1 minute de conclusion. On a plus de 4 minutes. Oui, ce sera l'aspect économique à surveiller parce que là, on vient de rentrer dans le réel, le concret et le dur avec les actions de Donald Trump. Il faut quand même rappeler, là par exemple, on a Wall Street qui a perdu 5 000 milliards de dollars et surtout le CAC 40 qui a perdu l'intégralité de ses gains de cette année, voilà, qui est dans le rouge. Ce qui nous a amené à la citation au tout début, Nicolas, d'un patron du CAC 40. Il y avait de nombreux propos qui étaient rapportés suite à la réunion qui est organisée jeudi. C'est-à-dire, ce que dit Macron, j'en ai rien à cirer parce que Macron avait dit il va falloir stopper les investissements aux États-Unis parce qu'il va falloir jouer groupé avec en même temps les partenaires européens pour pouvoir faire preuve de force envers les États-Unis. Donc là, avec Donald Trump qui applique de force avec une très grande puissance et virilité sa politique, la situation économique, là, on va atteindre le fameux point de rupture. En tout cas, il va y avoir un grand changement. Et là, il va falloir un petit peu observer la réaction de chacun et notamment les petits patrons, les grandes entreprises et cette fameuse bourgeoisie. Merci Raphaël. Un mot de conclusion ? Très rapidement, pour abonder dans le sens de ce qu'disait le précédent interlocuteur Raphaël, c'est vrai que la situation économique ne peut pas perdurer, c'est absolument impossible. Donc à partir de là, il y a une fuite en avant qui est en train de s'opérer, y compris en ce qui concerne les pouvoirs publics. Il y a des mesures économiques qui ont été prises récemment portant sur les avantages en nature pour les salariés qui visent à rogner très considérablement les avantages en nature des salariés, ce qui a des conséquences pour les entreprises, pour les salariés qui ont des véhicules de fonction. Idem sur la réduction des indemnités journalières de sécurité sociale. Donc partout, on cherche des poches pour à chaque fois prendre un petit peu dans l'épargne et dans le pouvoir d'achat des Français. Les entreprises rencontrent des difficultés très importantes avec un embellissement qui est très très loin de se produire pour l'instant. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a la facture énergétique. Donc la fuite en avant, c'est la guerre
soyons clairs, c'est celle-ci. C'est pas acceptable. C'est évidemment pas acceptable. Cependant, il n'y a pas de grand mouvement de masse. L'opinion est en train de rester conditionnée par cette marche en avant vers la guerre. Et ça, je pense que c'est totalement catastrophique. Merci Laurent. Vraiment 1 minute, François, parce qu'il me faut 1 minute pour les auditeurs. J'aurais aimé, dans toute cette discussion qu'on a eue aujourd'hui, qu'on aborde aussi la question des relations de ces ténors susceptibles de prendre le pouvoir avec la politique internationale. On est quand même très largement dirigé par les questions internationales. Dieu sait si c'est vrai. Qui est allé voir Trump, qui est allé voir Poutine, qui se donne une stature internationale parmi ces hommes. Et pardon de vous couper, mais le mépris qui entoure les chefs d'État étrangers dans notre pays est invraisemblable. Bien sûr. Ce complexe de supériorité est insupportable. Bien sûr. Ça fait 3 ans qu'on voit Trump arriver, ça fait 3 ans qu'on voit Poutine arriver, et on a l'impression que quand on prononce ces mots-là, nos dirigeants se mettent une pince à linge sur le nez et une lingette dans la poche en disant si jamais je leur serre la main, je vais vite me nettoyer la main parce que je risque pas de leur parler. Et ça, pour moi, c'est parce que ce sont dans leur tête profondément des progressistes et que pour eux, le conservatisme, c'est vraiment l'ennemi. Et ce sont des ennemis de l'humanité, ils ne veulent pas leur parler. Ce ne sont pas des véritables hommes politiques pour moi s'ils n'assument pas une vision du monde. Et à mon avis, pour réenchanter les Français, il faut commencer par la vision du monde. Voilà. Merci François Martin, merci Laurent Martin-Saint-Léon, merci Lara Stam, merci Serge Federbusch et Raphaël Beslu. Nous allons, avant de retrouver Mike Borowski, bonjour madame, monsieur, félicitations pour vos émissions. Pouvez-vous inviter M. Branca pour parler entre autres du plan Morgenthau ? Nous l'avions sur Géopolitique Profonde cette semaine dans une matinale. Et cet auditeur, et ce sera le mot de la fin, qui nous dit que vous accoucherez dans la douleur. Et c'est vrai qu'au 7e mois d'existence, comme l'expliquait Madame de Souzenel, dans le ventre de sa mère, l'enfant symboliquement se retourne. Nous sommes dans cette phase de retournement. Merci à tous pour votre écoute. Et place maintenant à Mike Borowski dans le Libre Journal des Controverses. À la semaine prochaine. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Le patrimoine que vous avez accumulé toute votre vie ne servira bientôt plus à rien. L'euro numérique arrive dans moins de 5 ans, et avec lui toutes les futures mesures liberticides. L'impossibilité d'épargner, de consommer librement. Si vous ne voulez pas ce futur pour vous et votre famille, Géopolitique Profonde a développé une solution pour vous, la lettre confidentielle. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Ne laissez pas vos élites vous enfermer dans le communisme 2.0.